Bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans. Parce que personne ne parle mieux de son métier qu'un praticien et expert dans son domaine, j'interviewe tous les 15 jours des professionnels du monde juridique, passionnés par leur métier, qui vous dévoilent leur parcours, leur vision du droit, leurs défis et leurs succès. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain, et peut-être, qui sait, le vôtre prochainement. Je vous invite à vous abonner au podcast et à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et pour soutenir mes créations, c'est facile. Un petit clic sur ma page Coffee France en description et vous pourrez m'offrir un café. La cagnotte servira à l'achat de matériel plus performant pour créer des contenus toujours gratuits. Bonne écoute à tous! Les cyberattaques se multiplient depuis quelques années et la cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises. Je reçois aujourd'hui Romain Perret, avocat associé chez McDermott, Will & Emery, qui a développé une expertise en matière de droit à la protection des données personnelles et en cybersécurité. Bonjour Romain, très heureuse de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Est-ce que déjà tu peux brièvement te présenter professionnellement et personnellement? Bonjour Delphine, merci beaucoup de m'accueillir ce matin sur ce podcast. Donc, je suis Romain Perret, je suis l'associé en charge de la protection des données, de la cybersécurité et du numérique au sein du cabinet McDermott, Will & Emery, que j'ai rejoint il y a bientôt 5 ans. Avant cela, j'étais à mon compte pendant 7 ans et avant ça, j'étais dans un autre cabinet anglais pendant 7 ans. Donc, j'ai commencé à travailler sur les sujets de protection des données à caractère personnel et de cybersécurité au moment de la précédente réforme de la loi informatique et liberté, c'est-à-dire 2003-2004. C'est une matière que j'enseigne à l'université et je publie un certain nombre d'articles et de manuels ou en tout cas de chapitres sur ces thématiques depuis plusieurs années désormais. Voilà, à titre personnel, je suis papa depuis très peu de temps, voilà, d'une petite fille. Félicitations. J'en suis ravi. Voilà, ça change les habitudes. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Je crois que tu exerces, donc effectivement, tu l'as dit, dans le domaine évidemment de la protection des données personnelles, mais aussi dans celui de la cybersécurité. Alors, c'est ce qui va aussi nous intéresser aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà donner une définition de la cybersécurité? Alors, la cybersécurité, c'est l'ensemble des outils et des moyens techniques et informatiques qui permettent justement de défendre contre des attaques ou des tentatives d'atteinte à des systèmes d'information. Ça, c'est l'élément technique. Ce qui est parfois un petit peu plus difficile, c'est définir le droit de la cybersécurité, qui lui n'est pas aussi homogène en termes d'outils, puisqu'il relève souvent de réglementations un petit peu distinctes. Et est-ce que tu peux illustrer cette définition-là que tu viens de donner avec des exemples, alors je ne sais pas si on peut donner des dossiers, mais vraiment des exemples pour les entreprises ou pour les juristes qui écoutent de problématiques de cybersécurité, parce que c'est très varié en fait. Absolument. Donc, on est face à des pratiques, c'est vrai, extrêmement différentes et qui se sont d'ailleurs à la fois démultipliées en nombre et dont la variété aussi s'est élargie. Alors, ce qu'on entend beaucoup, c'est le ransomware, donc c'est le fait de subir une cyberattaque qui a pour conséquence de bloquer tout ou partie d'un système d'information qui est donc à l'issue d'un chiffrement qui est opéré par les cyberattaquants. Ça, c'est le type d'attaque qu'on entend le plus fréquemment parce que elle touche souvent des très grosses entités ou même des plus petites entreprises, avec un impact d'ailleurs plus grave encore peut-être pour les petites entreprises qui peuvent être très dépendantes finalement de leur outil informatique. Ça, c'est du point de vue, je dirais, organisationnel ou en tout cas corporate. Du point de vue individuel, on est aussi exposé à un certain nombre de cyberattaques en tant qu'utilisateur tout simplement d'Internet.
on voit beaucoup de démultiplication de tentatives de phishing, notamment, qui ont vocation en fait à essayer de récupérer des identifiants, et la plupart du temps, tout simplement pour aller effectuer des connexions illicites, en particulier sur les comptes bancaires. Voilà, ça c'est ce qui arrive aujourd'hui le plus souvent en tant que consommateur ou en tant que particulier, en tout Oui, cas. Donc, et puis en plus, enfin, les hackers sont de plus en plus, j'allais dire, malins, enfin, parce que c'est pas seulement sur l'ordinateur. Maintenant, on connaît un peu les emails qui ont des fautes d'orthographe, etc. Mais d'abord, il y a de moins en moins de fautes d'orthographe dans les. absolument, Et puis, c'est aussi par SMS maintenant, tout à ou fait. WhatsApp, ou enfin, ils multiplient en fait les canaux en fait Les, d'attaque. Et les donc ça, canaux, ouais. les canaux de collecte, en effet, Mm. tout est, je dirais, bon pour aller chercher finalement un identifiant par un biais ou par un autre. Mais euh, par exemple, les tentatives d'attaque qui sont parfois un peu massives sur certains sites où on peut avoir des identifiants, que ce soit sur des comptes bancaires ou que ce soit même tout simplement sur les adresses email. En fait, les tentatives se font directement sur les messageries Ouais. euh, personnelles, professionnelles, de façon en réalité à pouvoir accéder par un biais ou un autre à une source d'information qui va être l'occasion de pouvoir, comment dire, demander de l'argent ou voler de l'argent, tout simplement. Ouais, et en plus, parfois, c'est pas directement demander de l'argent, donc on se méfie moins. Enfin, c'est Absolument. vraiment, ouais. Et donc, on se dit, oh, bah non, non, il m'a rien demandé. Et donc, on clique, ou enfin, il y a un truc qu'on fait, et là, c'est l'engrenage, en fait. Oui, et parfois, il y a des attaques qui sont assez sophistiquées. J'ai rencontré ça il y a pas si longtemps que ça. Une personne avait rencontré une difficulté d'accès sur son compte bancaire, et quelques minutes après, elle a été contactée par téléphone avec quelqu'un qui s'est présenté comme étant euh, qui était un des conseillers du service central de sa banque. Ils avaient identifié, disant, une cyberattaque. Donc, c'est-à-dire, ils ont même utilisé cet argument-là pour ensuite générer de nouveaux codes par l'intermédiaire, comment dire, par la personne elle-même, et ils ont réussi à récupérer le code, la personne n'ayant pas donné comment dire, le code secret du compte, mais ils ont quand même réussi à aller sur les comptes et par Ouais. la suite à bloquer les systèmes. Donc, bloquer C'est et quand même faire des virements et ouais, c'est ensuite bloquer ça. le système. Voilà. C'est quand Donc, même super difficile de se rendre compte, parce que parfois, on est un peu méfiant maintenant, mais absolument. Alors, les banques, effectivement, font un certain nombre de recommandations. oui, ça, c'est vrai. Mm. Après, il y aura aussi des sujets qui sont devenus un petit peu plus fréquents. Maintenant, il y a eu des opérateurs de VTC ou de taxi qui, quand vous aviez des commandes avec des géolocalisations, en fait, sur la base de l'adresse IP, euh, il y a une possibilité d'identification géographique qui s'effectue. Donc, il y a des corrélations qui sont faites pour dire est-ce que c'est bien vous. Donc, il y a tout un ensemble aussi de mesures qui sont mises en place et qui ne sont plus cette fois de la cybersécurité à proprement parler pour protéger l'organisation elle-même des risques d'attaque, mais davantage pour protéger les consommateurs, et puis aussi derrière, parce que ça entraîne tout un ensemble de pertes financières, à la fois pour l'organisme, pour la personne, l'élément réputationnel aussi. Donc, on voit effectivement une, une palette de services, parce que c'est bien aussi de ça dont il s'agit, qui s'est démultipliée. Voilà, c'est vrai que c'est très marquant, particulièrement avec la pandémie. Quels sont les enjeux de cette matière de la cybersécurité? Parce qu'il y a des enjeux, évidemment, tu l'as dit, économiques, financiers, techniques, juridiques, d'assurance peut-être, de Oui. piratage, d'espionnage peut-être informatique, de cyberterrorisme même.
Alors, il y a évidemment le premier enjeu est l'enjeu financier, hein, la plupart du temps, puisque la raison pour laquelle les cyberattaquants, justement, tentent d'accéder à des systèmes, c'est la plupart du temps pour des raisons financières et pour voler ou récupérer des fonds et les transférer à leur bénéfice. Il peut y avoir aussi des considérations politiques, c'est plus rare, hein, je dirais proportionnellement en nombre, mais ça arrive et surtout les médias en parlent beaucoup plus volontiers. Puisque Oui, les surtout en ce impacts moment, aussi, peut-être avec oui, les élections c'est présidentielles qui possible. arrivent. Et Ouais. il y a aussi en fait un certain nombre de pays qui ont développé leur capacité de cybersécurité, puisque en fait, si on veut bloquer le fonctionnement d'un autre pays, c'est tout à fait envisageable, hein, du fait de la numérisation aussi des services publics et de la dépendance des services publics à l'outil informatique, il est tout à fait envisageable et possible d'effectuer des cyberattaques à l'encontre d'organismes publics, gouvernementaux ou autres. Donc là, il y a une dimension politique, il y a une dimension comment dire, de stratégie à l'international qui peut être envisagée et de cyberterrorisme pour cette raison. Euh, il y a de la même manière des enjeux techniques parce que les cyberattaquants améliorent constamment leur technique pour pouvoir accéder d'une manière ou d'une autre à un système. C'est une forme de surenchère, hein, tout simplement, puisque de l'autre côté, les sociétés de cybersécurité en particulier, ou même les sociétés de gestion de licences des sociétés informatiques améliorent aussi considérablement leurs dispositifs pour lutter contre virus, tentatives d'attaque, quel outil en fait on peut mettre en place pour bloquer tout cela. Il y a évidemment un arsenal juridique qui se développe. Le RGPD en a notamment été à l'origine, enfin à l'origine en tout cas a été un accélérateur, si on peut dire. Pour le reste, il y a souvent un morcellement de l'arsenal juridique, en tout cas des dispositions juridiques qui permettent de lutter contre la cybersécurité, contre les risques de cybersécurité ou les cyberattaques. Euh, voilà pour donner un panorama. Avec le dernier point, c'est les assurances qui se sont développées et particulièrement au moment du RGPD, puisque aujourd'hui, il est possible d'avoir une couverture effectivement pour se garantir contre les risques et surtout contre les sinistres qui résulteraient d'une cyberattaque. Et comment le RGPD, justement, a aidé ou aide encore à lutter contre la cybercriminalité? Le RGPD, il a surtout généralisé une obligation qui pèse sur les responsables de traitement, donc les sociétés ou les administrations, qui, en cas de violation de données à caractère personnel, eh bien, ont entraîné une obligation donc de notifier la violation de données à caractère personnel auprès du régulateur. Donc en France, c'est la Commission nationale informatique et liberté. Ça a été sans doute une mise en lumière en réalité d'un versant un peu sombre des risques qui pèsent sur les entreprises et sur les administrations, parce que traditionnellement, quand on a été victime d'une cyberattaque ou d'une faille de sécurité qui a entraîné par la suite d'autres cyberattaques et d'autres problèmes de cybersécurité, eh bien, on était plutôt discret. Donc ça a mis en lumière et ça a favorisé la transparence. Et comme ça a favorisé la transparence, il a fallu aussi trouver des procédures pour y répondre en interne et aussi à la fois juridiques pour justement procéder à ces notifications, mais aussi tout simplement technique pour éviter de devoir notifier parce que derrière, il y a la notification au régulateur qui est l'étape numéro 1 et il peut y avoir une étape numéro 2 lorsque le risque est élevé pour les personnes. Et bien là, il y a l'obligation également
de notifier les individus. Et le risque réputationnel est dans ces circonstances beaucoup plus lourd. Donc voilà en quoi le RGPD a été un peu un accélérateur de la cybersécurité et du droit relatif à la cybersécurité qui était jusque-là un peu plus confidentiel. Oui, donc tu l'as très bien rappelé, hein, effectivement, les cyberattaques, ça touche en fait, parce que un peu égoïstement, on pense à nous, mais en fait, ça touche les particuliers, mais aussi, effectivement, tu l'as très bien rappelé, les administrations, les entreprises, les États, enfin tous les organismes publics. Alors, on va s'intéresser un peu plus à l'entreprise, mais est-ce que tu penses que finalement, l'entreprise, elle est que victime de cyberattaques? Finalement, quelle est sa responsabilité dans la mise en œuvre de solutions contre ça, contre les cyberattaques? Est-ce que finalement, une entreprise qui n'a pas fait grand-chose, elle n'est pas aussi responsable de ce qui lui arrive, quoi? Ça relève effectivement d'une forme de négligence. Je pense que il y a un vrai changement un peu de paradigme sur les sujets cyber au sens général et importance de l'outil informatique. Jusqu'à maintenant, je crois que l'outil informatique était vu un petit peu comme un élément opérationnel, logistique presque, c'est-à-dire que ça fonctionne, c'est en panne, on fait venir quelqu'un pour le faire fonctionner. Ce n'était pas forcément vu par un certain nombre d'acteurs hors secteur du numérique, hein, j'entends, donc le secteur industriel, un certain nombre de secteurs des services, comme un actif, et en réalité un actif déterminant du fonctionnement de l'activité de l'entreprise. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, au cours des 2 dernières années, a considérablement changé, à la fois par justement la démultiplication des cyberattaques et aussi le fait que les médias ont été un relais de ces sujets de cyberattaques qui sont devenus mondiales et avec des conséquences locales majeures. Donc, il y a une forme de responsabilité, effectivement, que l'on voit sur la négligence et surtout le résultat de vulnérabilité. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail d'audit, un vrai travail de recherche, de forensique, donc d'anticipation, en fait, parce que il faut être constamment sur le qui-vive pour faire attention à ne pas faire l'objet de cyberattaques, à ne pas en être victime. Après, il y a aussi souvent le risque humain, hein, tout simplement, Oui. puisque généralement, c'est aussi la fragilité. On reçoit au sein de la société des emails de phishing, on ne fait pas attention, on ouvre une pièce, il y a un virus qui se déclenche. Voilà, typiquement, les difficultés que l'on rencontre. Et l'erreur humaine reste encore, je dirais, assez prépondérante dans le fait générateur de la cyberattaque ou de la faille de sécurité. Donc ça, je pense que c'est aussi un manque d'éducation et un manque de vigilance au quotidien, mais en tant que particulier aussi, de la même manière. Oui, parce que justement, jusqu'où faut aller, enfin, jusqu'où les entreprises doivent aller. Est-ce qu'il faut former les collaborateurs aussi à ce genre de risque, en fait? Et je pense que Ah ben, oui, je pense mais que oui. c'est fondamental. Après, c'est la manière de les former à ce risque. Il y Parce a que aussi ça touche toutes les strates, c'est pas seulement les managers. absolument, tout à Donc, fait, c'est un peu la difficulté de de l'exercice. Oui. l'exercice, quoi. Ouais. C'est certain. Je pense que tout le monde doit être formé sur ces thématiques. Par exemple, dans les services comptables, dans les services de ressources humaines. C'est-à-dire que plus particulièrement, les personnes qui ont trait et qui manipulent des données, qu'elles soient personnelles ou pas d'ailleurs, mais sensibles, y compris aussi dans le secteur industriel. On a vu des cyberattaques qui ne concernaient pas des données à caractère personnel, là, sur des oléoducs Ah oui. ou sur des distributeurs d'eau potable en Floride, là par exemple, et aux États-Unis il y a quelques mois. Donc on voit bien que la cyberattaque peut toucher tout le monde
et quel que soit son poste au niveau, au sein de l'entreprise. Et je pense que ça, c'est vraiment, donc il y a la formation, être formé sur avoir une meilleure connaissance de ce qu'est la cyberattaque. Il s'agit aussi d'entraînement par des phases de test Oui. qui peuvent être effectuées sur les emails pour voir quel est le taux de retour pour identifier les phishing. Voilà ce type Oui, moi j'ai fait l'objet d'un test, mais sans le savoir, j'ai commencé une mission et en fait on m'a envoyé un email que je trouvais un peu bizarre. Bon. Et, et du coup, j'ai pas ouvert le lien. Et effectivement, j'ai bien fait parce que c'était un test pour voir si j'allais tomber un peu dans le panneau, quoi. Tout à fait. Ben, c'est Donc, exactement mm. le type de formation qui font sens pour venir réduire en fait ce facteur humain qui reste encore Mais très parfois, on prépondérant. n'a pas forcément le bon réflexe. Moi, bon, je ne l'ai pas ouvert, mais je ne savais pas s'il fallait que je le transfère au RH ou si. Voilà. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils, y compris sur les messageries professionnelles, qui permettent tout simplement des fonctionnalités qui permettent de notifier automatiquement les Ouais, c'est ça. phishing. Mm. Voilà, c'est des choses qui sont mises en place assez, assez spontanément maintenant. Bah, justement, tu en parles très bien là, mais comment les entreprises elles peuvent contrer ces cyberattaques? Alors, on a parlé de la formation, des outils justement pour notifier directement, mais comment elles anticipent ça? Comment elles se protègent? C'est tellement vaste qu'on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à tout couvrir. Alors, il y a déjà aussi tout simplement les obligations juridiques d'une certaine manière. On parlait tout à l'heure des notifications aux régulateurs. Donc, je pense que anticiper aussi ces mesures et ces obligations de notification en mettant des procédures en place qui permettent d'être dans une réaction extrêmement rapide, ça, c'est une bonne chose aussi. Pourquoi? Parce que il y a une forme de préparation et de réactivité. Parce que le risque de la cyberattaque, c'est aussi à la fois l'effet de surprise, l'effet de blocage et l'incapacité à réagir. Je pense que ça, c'est un premier point qui doit être, qui est vraiment majeur et que les entreprises prennent de plus en plus en considération. Et elles ont des sortes voilà, de procédures et de protocoles qui sont mis en place en disant on identifie très vite quel système, il y a une forme de cartographie des risques qui est établie et qui permet d'identifier s'il y a un système, qu'est-ce que l'on fait, à qui on notifie, quels sont l'organisation en interne à avoir, quel type de mesures de résilience, quel type de mesures de ségrégation pour venir faire qu'un virus, par exemple, ne s'étende pas d'un système à un autre. Donc, il y a toute une question organisationnelle, en fait, qui est extrêmement importante à avoir en tête et qui, aujourd'hui, constitue parmi les mesures phares que les entreprises mettent en place pour pouvoir réagir efficacement à une cyberattaque et à anticiper cette cyberattaque. Oui, donc capacité à réagir, j'imagine à mettre aussi des procédures de gestion de crise, etc. C'est ça par la suite? Absolument, D'accord. absolument. Tu as bien expliqué le rôle là, du RGPD qui a quand même bouleversé les standards de sécurité des entreprises. Qu'a permis la Convention internationale de 2001 qui instaure un système de coopération internationale justement contre la cybercriminalité? Alors, la Convention internationale, elle a déjà mis en avant aussi ces problématiques et essayé de construire une première entraide en réalité sur le plan judiciaire et sur le plan policier. Euh, on est encore, comment dire, je dirais le balbutiement, c'est pas tout à fait ça, mais on est, la Convention, même si elle a été adoptée, produit des effets juridiques, mais dont l'efficacité, l'effectivité reste encore, je dirais, à démontrer. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a aussi une multitude d'acteurs qui ne sont pas nécessairement des acteurs étatiques, qui ne sont pas toujours faciles à identifier. La Convention comment dire, elle date de 2001, elle est rentrée en application, notamment, elle a été ratifiée en France en 2006. On voit quand même que malgré ça, ça n'a pas ralenti
bien au contraire les cyberattaques. Et face à ça, comment dire, les réponses juridiques et d'entraide restent encore, je dirais, isolées, c'est peut-être un peu excessif, mais restent encore relativement réduites par rapport au volume de cyberattaques dont on fait l'objet, dont nous sommes victimes, soit en tant que particulier, soit au niveau national, les entreprises ou même les administrations. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire de ce point de vue-là. C'est le seul instrument juridique international qui existe. Il faudrait plus de mesures en réalité sur ces Et thématiques. elle est ratifiée par beaucoup de pays, cette convention, ou Plus c'est d'une vraiment soixantaine. européen? Ah oui, d'accord. Plus Donc, d'une c'est pas soixantaine. uniquement européen du tout. C'est en Donc, lien avec le Conseil de l'Europe, ouais. mais plus d'une soixantaine. Mais on est encore loin du Et compte en parce que termes c'est compliqué d'efficacité. à mettre en œuvre des solutions vraiment concrètes en- pour, en, euh, pour que les États s'entraident, ou pourquoi ça fonctionne pas en fait? Bah, déjà, Il n'y a pas de volonté ou... déjà au niveau européen, les mécanismes d'entraide judiciaire n'étaient pas évidents parce Ouais. que il faut avoir à quel interlocuteur, quels sont les modes de preuve, comment est-ce qu'on va passer d'un système juridique à un autre, d'un système judiciaire à un autre. Donc il y a tout un ensemble de difficultés qui sont propres aux cultures et aux mécanismes juridiques qui sont en place pour le suivi. Bon, avant, il y avait les barrières de la langue, mais ça c'est quand même aussi réduit. Mais on voit que ces mécanismes-là sont difficiles à mettre en place, sont lourds. On n'a pas une flexibilité, une agilité qui, en réalité, euh, pourrait correspondre à la vitesse d'exécution euh, des cyberattaquants. Parce que c'est ça en réalité, le temps n'est pas le même. Alors il est vrai que le temps judiciaire n'est jamais le même, mais en termes d'enquête et en termes de réactivité, Hmm. ça reste encore laborieux. Avec la crise sanitaire et le développement du télétravail, évidemment, les entreprises ont vu, ça multiplie en fait les cyberattaques. Enfin, quelles sont en tout cas toi tes constatations là-dessus avec, je sais pas, le nombre de dossiers que tu as qui est stagne, oui, qui est stagnant ou qui explose, ou quels sont tes retours? Alors de manière très amusante, enfin ou pas d'ailleurs, mais euh, à partir du premier confinement, nous avons basculé dans un vraiment presque du tout au tout en quelques jours, de la même manière aussi, sur des dossiers de nature différente. C'est-à-dire qu'il y a une partie du conseil qui s'est comme tarie assez vite, puisqu'on ne savait pas tellement où on allait aller. En revanche, on a basculé en mode un peu plus war room, quoi, guerrier de protection contre justement une cyberattaque majeure qui est intervenue moins de 15 jours après le début du premier confinement. Et c'était frappant de voir ça. Et depuis lors, notre activité en matière de dossiers relatifs à la cybersécurité, de nécessité de réagir à de la cyberattaque, en fait, n'a fait que croître. Je dirais de manière constante. Mais c'est pas non plus, c'est pas étonnant en réalité. Les cyberattaquants sont très rationnels dans leur stratégie. Il suffit tout simplement de voir que brutalement la société a dû basculer dans une dépendance au numérique qui était totale pour pouvoir assurer une continuité des activités économiques, ou en tout cas d'un certain nombre d'activités économiques qui étaient devenues totalement dépendantes du numérique et surtout qui n'étaient pas préparées du tout à être totalement dépendante au numérique. Ce qui fait que eh bien, les énergies qui ont dû être développées pour, je dirais, permettre déjà la connectivité, permettre la continuité, se sont faites rapidement, à la va-vite parfois, et on n'ont fait que démultiplier les vulnérabilités, démultiplier donc les fragilités de risques et d'atteintes en cas de cyberattaque. C'est exactement ce qui s'est passé et on l'a vu ensuite, la pandémie a aussi orienté les cyberattaquants vers des organisations
qui devait se concentrer sur un autre risque, qui était celui de la pandémie. Donc, je pense notamment aux hôpitaux. Mais également d'une manière plus générale au secteur de la santé, les laboratoires d'analyse, hein, on l'a vu il n'y a pas très longtemps en France. On voit et on a vu et on voit encore la façon dont la stratégie des cyberattaquants s'adapte, je dirais presque en temps réel, à l'évolution globale ou aux tendances globales de la société et de nos sociétés d'une manière générale. Donc, c'était vraiment frappant de voir ce changement en quelques jours. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attaque? C'est quoi les bons réflexes en fait? Que ce soit en tant que particulier ou quand on est en entreprise, en fait. Le premier réflexe, c'est la vigilance, c'est-à-dire avoir une certaine surveillance. Alors, à la fois, on parlait de la vigilance tout à l'heure, quand on reçoit un message, être marqué par la suspicion. Voilà, qui est un petit peu étrange, ne pas y répondre tout de suite, prendre le temps de vérification sur, là c'est plutôt sur le phishing. Ce qui est important, c'est d'être toujours un peu alerte sur les risques de vulnérabilité. Donc là, je parle plutôt côté entreprise cette fois, avec des outils de monitoring, de surveillance un petit peu globale. Quand par exemple, on a des collaborateurs qui ne voyagent pas à l'international et qui, on voit des connexions qui sont faites depuis des zones inhabituelles. Voilà, ça c'est des éléments je dirais, des précautions à avoir. Et ensuite, ce que l'on recommande beaucoup, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de mettre en place ces procédures de gestion de crise pour pouvoir justement réagir efficacement, à la fois sur le plan juridique, mais finalement être préparé intellectuellement pour rationaliser les actions, prioriser les actions, identifier en fait des actions en fonction d'un scénario ou d'un autre. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Et puis, le dernier point, mais je l'évoquais aussi tout à l'heure, c'est sur le plan organisationnel, véritablement se structurer. Ça, c'est fondamental parce que ça permet de faire très attention justement au moment où la cyberattaque arrive, on est en ordre de marche. Et je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Et justement, parmi les éléments pour structurer tout ça, est-ce que la procédure de gestion de crise, il faut en informer les collaborateurs ou ça reste au niveau du top management? Alors, bien évidemment qu'il faut impliquer au maximum les équipes. À chacun, je dirais, doit avoir une fonction et un rôle, que ce rôle soit bien identifié. Alors, c'est souvent, c'est vrai au niveau du top management, mais en réalité, pour le plan décisionnaire, pardon, sur le plan opérationnel, ce sont les équipes techniques, les équipes informatiques, mais aussi être vigilant sur les remontées d'informations par n'importe quel collaborateur. Parce que c'est tout un Oui, chacun parce que qui va c'est eux pouvoir qui vont être attaqués, participer. donc effectivement, Exactement. oui. Ouais, Oui. qui vont participer à cet effort. Alors, eux, pas forcément, parce que c'est surtout eux lorsque on a une tentative via la messagerie que là, on peut s'en rendre compte. Mais toutes les cyberattaques n'interviennent pas Oui, il que y en a par qui cet sont par intermédiaire. téléphone, hein. Enfin, Oui, tout à fait. ouais, Donc, il ouais. y a en réalité cette vigilance, je dirais, globale et ça participe d'un effort commun, ça c'est très certain. Et d'après toi, quel est le rôle du juriste, alors au sens large, du directeur juridique, notamment vers le top management, la DSI, les salariés? C'est quoi son rôle à la direction juridique dans ce sujet de cybersécurité? Le juriste, je pense il est vraiment l'acteur de la vigilance en soutien du DSI, c'est-à-dire pour essayer de faire prendre conscience de l'importance de ce risque. Ça, c'est fondamental. Et il y a ensuite un autre aspect qui est déterminant, c'est dans la structuration de la réponse et dans l'anticipation.
Je pense que ça, c'est vraiment déterminant. Le juriste, c'est lui qui va être vraiment un acteur de la structuration de la réponse parce qu'il y a des obligations juridiques, notamment du fait du RGPD. Ça, c'est véritablement fondamental et je crois que c'est là où il peut agir le plus efficacement. Oui, donc la réponse aux autorités pour notifier, c'est ça? Quand tu parles de la réponse? Exactement. D'accord, Oui. ok. Et d'après toi, en quoi ce sujet de cybersécurité, parce que j'ai beaucoup entendu ça dernièrement, en quoi c'est un sujet de RSE? C'est un sujet de RSE parce que ça participe d'un certain exercice de accountability, de responsabilisation. Et c'est en cela que c'est une démarche plus globale que la simple réponse à une obligation juridique. C'est une démarche à la fois plus citoyenne, plus responsable, en fait. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est très rattaché à la même logique que celle qui rejoint le RSE. Tout à fait. Ça, Oui, et puis il y a un sujet d'image, évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, mais d'image quand on est attaqué et qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au départ, quoi. Exactement. Je pense que Mm. c'est l'enjeu réputationnel mais qui va pour le coup bien au-delà du RSE. Des thématiques RSE, Mm. ça participe de l'accent qui est mis sur la responsabilisation. La réputation va bien au-delà de ça, puisque c'est un enjeu commercial et qui intervient indépendamment de ces sujets de RSE. Alors, je sais que, enfin, tu l'as dit, tu es avocat, tu es associé dans un cabinet. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur les cabinets d'avocats eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont bien protégés des attaques informatiques? Est-ce que eux, parce qu'il y a un vrai enjeu pour évidemment les clients, mais Oui. est-ce que c'est un sujet dont l'ordre s'est emparé, par exemple, ou est-ce que c'est vraiment traité à un niveau individuel cabinet? Comment ça se passe? Alors, disons que les cabinets d'avocats sont comme n'importe quelle autre entreprise, ils sont exposés au même risque. Il faut être clair à ce sujet. C'est une entreprise, comment dire, qui parfois ne prend pas toujours en considération suffisante l'importance et le rôle clé de l'outil informatique et donc des fragilités. Alors, ça reste quand même exceptionnel. Pourquoi? Parce que nous avons aussi une obligation légale de confidentialité et souvent, finalement, l'élément le plus moteur dans la mise en conformité ou dans les actions qui sont diligentées en interne et les précautions qui sont prises par les avocats pour leur propre dossier est davantage motivé par la confidentialité peut-être que par le sujet cyberattaque à proprement parler. Donc il y a eu une prise de conscience, je pense, qui s'est accélérée il y a quelques années déjà, avec un certain nombre de cabinets, notamment des cabinets internationaux qui ont été victimes de cyberattaques. Donc on voit que plus les structures grosses, plus elles sont en capacité de se doter de ressources internes, d'experts, Oui, parce de qu'on n'en a ressources pas internes parlé, mais experts. tout ça, pardon de te couper, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tout ça, ça a un coût, enfin, de se Absolument. protéger. C'est un Voilà, coût énorme et c'est un voilà, coût c'est un qui coût. ne cesse d'augmenter. Alors, donner des chiffres, c'est toujours un petit peu difficile Oui, parce non, que les chiffres que l'on a et qui se rapportent sont souvent fournis par des cabinets de conseil ou en informatique parfois. Donc, en tout cas, ce que l'on voit très concrètement, c'est une explosion des budgets de cybersécurité et des besoins en cybersécurité et comment dire, et des dépenses aussi pour pouvoir améliorer sa cybersécurité. C'est un secteur vraiment en plein boom, mais qui est tout simplement le résultat et la réponse à des cyberattaques qui le sont, qui ouais, sont qui se aussi multiplient. Oui, parce que ça ne en suffit pleine pas de dire explosion. on va mettre un outil, il faut des gens derrière, enfin, c'est des ressources humaines, c'est des. Voilà, c'est des. Exactement. Mm. Donc c'est ça ce que je disais sur les cabinets d'avocats. Plus la structure est grosse, plus elle peut investir sur le plan financier et sur le plan technique sur ces sujets. Ça ne veut pas dire que les structures
plus petites ne sont pas elles aussi dotées. Comment dire, moi qui étais à mon compte, une des premières choses que j'ai faites, c'est de faire intervenir un expert informatique Oui, pour tu pouvoir externalises être le. soutien exactement. Après, c'est pas gênant du tout d'avoir quelqu'un qui n'est pas interne, un salarié. Hein. C'est pas du tout une difficulté. Et donc vraiment, les avocats ont pris la mesure, même si il y a toujours, bien évidemment, quelques entités qui ont été fragilisées, comme ça a été le cas il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui est fait ensuite, je dirais, au niveau ordinal? euh, euh, il y a des actions qui sont menées, qui sont peut-être davantage des actions de sensibilisation auprès justement des confrères, notamment qui exercent à titre individuel, mais encore une fois, on peut exercer à titre individuel et déjà être extrêmement vigilant sur ces thématiques. Hein, ce n'est pas du tout incompatible. Et à l'inverse, on peut être une très grosse structure et quand même avoir des vulnérabilités, des mesures qui ont été mises en place entre cabinets pour s'entraider, justement, lorsque d'entre nous pourrait être complètement bloqué, particulièrement lors de très grosses opérations comme c'est arrivé. Donc, il y a des plans, des plans et des procédures qui sont prévus pour pouvoir s'entraider. Ça, c'est C'est au ce qui a sein été du envisagé barreau de Paris, c'est ça? au sein du barreau de Paris, oui. Mm. Et notamment entre des grosses structures. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes juristes qui souhaitent justement se spécialiser dans ce domaine de cybersécurité, données personnelles? Est-ce que tu aurais des petits conseils à leur donner? À main qu'ils doivent vraiment faire ça. Je pense que c'est une Le activité, métier d'avenir. d'avenir, puisque en réalité, les besoins sont considérables. Je crois que la chose peut-être la plus importante, c'est d'avoir au moins une formation et des bases sur le plan technique. Parce que je crois que c'est souvent ça la difficulté. C'est souvent ça où le juriste est un petit peu, on le promène, voire on l'égare. Le technicien lui dit, je Oui. pense souvent au sujet RGPD avec l'anonymisation. Ah, mais tout ça, c'est anonymisé, alors qu'en fait, ce n'est pas anonymisé au sens juridique du terme, ni au sens technique du terme d'ailleurs. L'élément vraiment fondamental, c'est d'avoir cette connaissance suffisante. Il ne s'agit pas de devenir ingénieur informaticien, hein, mais il s'agit de connaître les bases, de la compréhension de l'outil informatique, les enjeux véritablement, parce que notre rôle, et notre métier, c'est de faire de la qualification juridique des faits. Donc, si on ne comprend pas les faits, on n'est pas en mesure de comprendre justement qu'est-ce qu'on doit adopter, qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à des obligations législatives ou réglementaires. Je crois que ça, c'est le plus important et je le vois particulièrement sur les sujets de cybersécurité et de protection des données. Sur la protection des données, c'est comprendre la circulation de l'information. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être ingénieur informaticien pour ça. Mais ça, on l'apprend de en master, par exemple? alors, Comprendre les bases de la bien sûr, technique informatique? dans les masters, mais notamment ceux où j'enseigne, il y a parfois des modules techniques qui sont D'accord. prévus. Enfin, c'est même pas parfois, c'est Oui, le c'est plus souvent inclus dans parce que le master exactement. juridique, Oui, enfin de oui, droit, quoi. tout à fait. D'accord. Après, ça n'empêche pas d'aller plus loin. Il faut avoir quand même une certaine appétence et un certain goût pour l'outil informatique. Que si le master, il suffit pas, et que, enfin, apparemment, de ce que tu dis, en master, il y a quand même des matières enseignées pour se former justement à ces bases informatiques et techniques. Mais si on veut aller plus loin, il faut. Oh, je pense qu'aujourd'hui, il y a C'est la pratique, c'est suffisamment quoi? de. Alors, évidemment, moi, je l'ai acquis au fil de l'eau avec l'expérience en fait des dossiers en contact. Donc là, c'est devenu un peu, c'est sur le teint que tout ça est venu à l'expérience. J'ai commencé ma pratique professionnelle il y a quelques années, sinon décennies. Concrètement, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils euh, sur YouTube. Oui, ou même des MOOC, Oui, peut-être, exactement. Et puis Oui. même les régulateurs, la documentation de
l'ANSSI, la documentation de la CNIL, qui rendent accessible en fait, il y a beaucoup de démarches de pédagogie en fait sur comment tout cela fonctionne, et à partir du moment où on a déjà un petit peu de base, où on essaie de s'intéresser, en croisant un certain nombre de documentations, on est tout à fait en capacité d'avoir suffisamment de connaissances pour être en mesure de répondre, je dirais, correctement. Oui, et puis après, rien n'empêche le juriste d'aller voir aussi la DSI et de leur demander de leur expliquer les choses En interne, oui, en mais interne. Voilà. c'est vrai que là, je parlais plutôt au niveau Oui, au niveau avocat, c'est universitaire. plus. Oui. Au niveau universitaire, non, mais c'est tout à fait aussi possible, mais tout simplement dans la relation client, c'est tout à fait possible. On arrive à la fin de cet entretien. Vraiment un grand merci, Romain, pour ta venue et ta confiance. J'avais une dernière question. Comment on peut te contacter si jamais nos auditeurs ont des questions ou veulent je suis joignable par l'intermédiaire de mon adresse email au sein du cabinet, donc rpray, rpe2ray@mwe.com. Ah bah super. Bah écoute, je mettrai ça en description du podcast et puis je te souhaite une très bonne journée et encore un grand merci Également. de ta venue. Merci à toi, Delphine. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site Tout droit tout simple.